Bonjour, Ecopolitis. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Bouchra Boulouiz, qui a une vie très riche, donc à la fois économiste, elle a été fonctionnaire, elle a également été chef d'entreprise, elle est écrivain, mais c'est aussi une femme militante. Et nous allons aujourd'hui découvrir toutes ses vies. Bouchra Boulouiz, bonjour. Bonjour, Nous sommes très heureux de vous recevoir, merci beaucoup. très fiers de vous avoir. Vous faites partie des femmes, à l'instar de Farida Jaidi la dernière fois, qui sont solaires, qui sont un exemple pour la femme marocaine, chacune dans son domaine. Et aujourd'hui, votre vie éclectique m'a donné envie de vous recevoir, de vous inviter. Et je vous propose, pour le grand public, de nous parler dans un premier temps de votre enfance et de votre jeunesse. Une enfance très agréable, j'en garde que des bons souvenirs. Contrairement en général, on dit oui, j'ai pas pu faire ça. Moi, je pense avoir pu obtenir finalement, avec le temps, obtenir tout ce que j'avais, tout ce dont je rêvais. C'était une liberté, c'était une ouverture sur toutes les choses et sur tout. Et c'était une passion, avoir des passions. Donc c'est un peu, je pense que dans mon éducation, j'ai pu bénéficier d'un cadre, un père aimant, une mère très ouverte d'esprit, qui m'ont permis de vivre ça, que des petits déplacements entre Teza, où mon père avait été en fonction là-bas, secrétaire général de la province, naissance à Ben Hamed, où mon père était drogman, interprète, avant de devenir caïd pacha là-bas. Donc, retour sur Rabat. Et tout ça, je vivais un peu à l'ombre des aventures de mon père et de ma mère, en réalité, parce que l'enfance se passe comme ça. Quand l'ombre est là, on est dedans. Donc, à l'âge adulte, Taza et Ben Hamed, ce sont des destinations qui me sont très chères dans mon cœur. Et Oujda, bien sûr, puisqu'on est originaire de là-bas, c'est comme si c'était ma patrie. Donc j'ai un peu la patrie, j'ai ramassé un peu les patries de mon enfance, des maisons natales. Je suis très attachée aux maisons dans lesquelles j'ai grandi, où il y a les traces de ma mère qui arrangeait les choses à sa façon, mon père qui fournissait. Tout ça, c'est des choses qui m'ont... Et la fratrie? La fratrie aussi, c'était une fratrie. Vous étiez Il y a eu beaucoup soudés, de différents. vous étiez soudés, solidaires quand vous étiez avec vos frères et sœurs? Oui, du temps des parents Ouais. et tout ça, oui, il y avait Ouais. une fratrie. Bon, après, il y avait l'âge adulte, fait que les choses. Chacun prend son chemin. Chacun prend son. Et chacun a surtout interprété avec ses propres moyens son enfance et Bien sa sûr. jeunesse. Et après votre baccalauréat, vous êtes allé étudier à l'étranger. Et j'aimerais que vous nous parliez de votre formation Ouais. et de votre vie de militante aussi. Ouais. Alors, j'ai d'abord fait la fac ici. Oui, hein. oui, je sais. Suis un produit de la fac de droit Sciences Éco. Oui. J'ai eu les très bons maîtres que nous avons tous eus dans les années 80, 70, 80, fin 70, 80. Aziz Belal, Samir Amin, Fathallah Walalou, Abdelkader Barrada, Nordji Laoufi. Franchement, c'est l'équipe du développement. Ouais. Pour moi, c'est l'économie de développement. Et je crois qu'ils nous ont donné un peu les bases sur lesquelles, même en changeant de métier, après, on est tenu par le paradigme du développement. Comment se développer, c'est quoi se développer, tout ça. Donc, ça a été très fort aussi dans la fac de droit, la Sciences Éco, l'économie de développement m'a beaucoup marqué dans mon cheminement intellectuel. Vous êtes économiste de formation et vous avez vécu après à Paris. Et parlez-moi de votre vie universitaire en France et également de votre parcours de militante. Ça m'intéresse. Alors, militer, c'était à Paris que j'ai commencé à militer, bien sûr, parce que à Rabat, je ne voyais pas très bien où se situait la vie, sauf dans l'académisme. À Rabat, il y avait un académisme militant, en fait. À Paris, c'était l'action politique sur le terrain.
Donc c'était l'époque où il fallait se battre pour le Sahara marocain, c'était l'époque où on se battait pour la démocratisation du pays, pour le développement, encore une fois, le développement. Donc il y avait une présence de militants vraiment bien, vraiment tout bord. Hein, la gauche, c'était une vraie gauche. Bien sûr. Il y avait une gauche. C'était l'époque où la gauche était forte au Maroc. Oui. C'est l'époque où... Et très, très ouverte sur les problèmes de la société, très royaliste, hein, contrairement à ce qu'il y a eu comme prétention, enfin comme fausses idées qui ont circulé. Il y a eu, bon, on contestait peut-être un peu la question politique des droits de l'homme, etc. Parce que, mais en général, moi, en tous les cas, j'ai vu ça dans le cadre de mes contacts avec les étudiants militants. Il y avait quand même un sentiment monarchique Bien sûr, qui était très puissant. Il a toujours dominé la gauche marocaine, c'est-à-dire que le reste était à la marge. Ouais. C'est-à-dire que souvent certains veulent réécrire l'histoire de la gauche marocaine, mais la gauche marocaine est fortement royaliste. Tout à fait. Le danger n'est jamais venu de la gauche marocaine, il est venu de l'armée. C'était pas le danger. Jamais venu de l'armée au Maroc, il n'est jamais venu de la gauche marocaine. Et donc vous avez obtenu un doctorat en sciences économiques, ce que les gens ignorent souvent, parce qu'ils vous voient comme une femme... Je suis une mauvaise économiste. Non, non, pas du tout. Non, ils vous voient comme une femme engagée, comme une romancière, comme un écrivain, mais ils savent peu que vous avez une formation très solide en économie, vous avez un doctorat en économie. Et partant de cela, j'ai envie que vous nous parliez de votre expérience et de ce que vous avez fait, votre action au service de l'État marocain. Ben, c'est en tant qu'économiste oui. Que j'ai, après mon doctorat, qui, entre parenthèses, portait beaucoup sur les femmes. J'ai fait trois travaux académiques sur la femme marocaine. Et c'est ça aussi qui a été ma ligne directrice pour comprendre l'évolution socio-économique d'un pays. C'est la place de la femme était pour moi le critère. Donc les femmes, l'espace domestique, l'espace informel, l'espace formel et tout ça, c'est par les femmes que j'ai pu comprendre combien la place de l'informel était puissante dans l'économie, combien elle continue à être puissante. Mais ça, c'est quand on travaille sur les femmes. Bon, après, il y a eu bien sûr le passage vers le féminisme, toujours académique et militant aussi un peu. Et je suis rentrée avec mon doctorat. Et puis, le Maroc devait connaître la première alternative avec la gauche. Petite alternative, si tu te souviens. C'était un ministère de la coopération. Je me rappelle très bien. Tenu par Radé. Et j'étais dans l'équipe, voilà, je suis rentrée dans l'équipe de Radé. Et il y avait le ministre d'État qui était Abdelrahim Bouhabid. Je me rappelle. Avec une autre équipe. C'était une petite alternance. Et j'ai eu la chance. C'est l'époque où la gauche marocaine avait accepté de participer à un gouvernement. En 83 ou 84. Un gouvernement où toutes les grandes tendances étaient représentées. Abdelrahim Bouhabid avait accepté d'être ministre d'État et Abdelwahid Radé, paix à leurs âmes tous les deux, était ministre de la coopération. Tout à fait, voilà. Et vous avez fait partie de l'équipe. Pour moi, c'était la continuité de l'économie de développement, la continuité du militantisme, la continuité. Alors, participer aux affaires publiques et tout ça, c'était. J'étais bien formatée pour être dans les affaires publiques. Voilà, le privé n'était pas encore dans mon univers. L'entreprise, c'était quelque chose de capitaliste. C'était pas très dans mon univers. Mais par contre, mon expérience professionnelle avec Radé, Larhmo, et Walalou, chef de cabinet, Tajdin Bedou aussi était là-bas, Larhmo aussi. On avait une très, très bonne équipe. Abdelqadi, Hamid. Je me rends compte qu'ils sont tous morts. Paix à leurs âmes. C'était une belle équipe. C'était une très belle équipe. Et vraiment, là, j'ai appris beaucoup avec eux. J'étais jeune stagiaire, en quelque sorte. Alors, ils m'ont donné le dossier de la femme. Très bien. Ça tombait très bien, c'était mon univers. Alors, dans le dossier de la femme, il n'y avait rien
Et ça, je rejoins ton invité, Madame Jaïdi. Madame Jaïdi, je la rejoins complètement. Il n'y avait absolument rien pour travailler en termes de coopération sur le dossier de femmes. Alors j'ai demandé, et Abdelwahad Radi m'a permis, de créer une cellule qui s'appellerait Femmes et Développement. Femmes, Communication et Développement, quelque chose comme ça. Et elle a été financée par le PNUD. Et cette cellule, bon, donc ils ont fait appel à des experts qui ont permis de la mettre en place. Et j'ai travaillé dessus. Et ben, c'est cette cellule-là qui a fait des enfants, qui s'est développée jusqu'à devenir une direction au ministère des Affaires étrangères. Oui, parce que le ministère de la Coopération des Affaires étrangères avait fusionné à un moment donné. Avait intégré, avec Exactement. sa petite cellule, avait intégré le ministère des Affaires étrangères. Et puis quelques années après, c'était devenu la direction de la femme, quoi, de la coopération de la femme. Et vous êtes resté combien, vous avez travaillé combien de temps au service de l'État? J'ai eu plusieurs missions. Hein. J'ai eu celle-ci. Oui. Puis après, j'ai intégré le ministère des Finances pour un temps très court avec Qabbaj, qui était ministre à l'époque. Là, j'avais déjà changé un peu ma casquette. J'étais devenue intervenante en communication. D'accord. Donc c'est là où le privé intervient. J'ai monté ma boîte entre la coopération. D'accord. Donc là, vous êtes une femme de médias, vous êtes lancée dans les médias. Voilà. Et donc ma deuxième étape avec l'État, c'est en tant que communicatrice. D'accord. Au début, c'était en tant qu'économiste. Après, ça a été en tant que... D'accord. Donc il y a eu le ministère des Finances. J'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. J'ai un peu eu un regard sur tous les départements. C'était nouveau même pour Mohamed Qabbaj. Lui aussi était un néophyte au ministère des Finances quand il est arrivé. Il apprenait le métier, parce qu'il est ingénieur. Il apprenait le métier de ministre des Finances. Mais il y avait des gens très talentueux à l'époque au ministère des Finances. Oui, complètement. Il y avait Khaled Nsouri, paix à son âme, qui s'occupait de la dette marocaine et qui faisait partie des proches de Mohamed Qabbaj. Oui. Il y avait aussi une belle... Enfin, les directeurs, c'était des patrons. Il y avait Zulekha Nasseri, qui était directrice des assurances. Directrice des assurances. Je la voyais arriver quand il y avait une réunion, Allah aussi. Elle faisait des réunions dans la salle de conférence du ministère. Et il y avait des hommes qui arrivaient, que des bonhommes. Il n'y avait pas une femme et elle était là. C'était les belles années du ministère des Finances où il y avait des gens très très brillants au ministère des Finances. Et par la suite. Et puis après, le ministère des Finances a travaillé sur la femme aussi. Ils ont créé la politique genre, qui aujourd'hui est éclatée sur un plan horizontal dans tous les ministères. Elle a été centralisée chez eux. Très bien. La politique genre. Donc là aussi, il y a eu un petit effet femme féministe un peu. Et la suite de votre parcours professionnel après. Donc ma boîte de com, ça c'était mon... Ça c'est votre vie d'entrepreneur. Ça c'est, oui. Ça c'est votre vie d'entrepreneur. Ah oui, et pour l'État si. Là où j'ai beaucoup intervenu, c'est dans les nouvelles technologies. La digitalisation, la numérisation et tout ça. Très bien. Ça c'était mon dernier passage avec deux ministres des télécoms, enfin des nouvelles technologies, Laroui Ajoul et Nassar Haji. Donc toujours l'équipe socialiste. On a fait du bon boulot. Les technoparcs, le technoparc de Casa, on a monté de toutes pièces. Et puis, c'était des gros projets, c'était des grands chantiers. C'était les grands chantiers du numérique. Ouais. La NRT. Exactement. La NRT, les grands projets de technopoles technologiques. Oui, tous les pôles, celui d'aujourd'hui, de Salé. Au début, ce projet de Salé, avec ces deux ministres, on avait travaillé il devait avoir lieu à Bouznika. Et on n'avait pas eu le terrain. C'était des belles années de télécom avec la NRT, avec à sa tête Mustafa Terrab. Tout à fait. Avec la privatisation de Maroc Télécom. La régulation, les grands la dérégulation, la convergence des médias, la création de l'audiovisuel, de la commission d'audiovisuel, parce qu'il y a eu une convergence. Avec la numérisation, les médias ont convergé ensemble, la télé, la radio, la privatisation de la télé.
La radio plutôt, pas la télé. La télé n'est pas arrivée à se privatiser. Question. La télé, c'était l'inverse. La télé, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait une télé privée, C2M, mais comme elle était en difficulté financière, tout à fait. l'État a récupéré la, Alors la télé. c'est un point d'interrogation que le gouvernement d'alternance de Abdelrahmane Yousfi, c'est un point d'interrogation parce qu'il n'arrivait pas à passer ce cap de la privatisation de la télé. Parce que peut-être que le marché n'était pas encore mature, que c'était très difficile pour l'entreprise privée d'être rentable, et qu'on sait aujourd'hui que les pôles publics, ils continuent à être soutenus à bout de bras par l'État marocain. C'est très difficile pour un groupe privé de soutenir une télévision parce qu'ils perdraient de l'argent encore pendant des années, vu que le marché marocain est encore petit, le marché publicitaire n'est pas très important. C'est très difficile. Donc, je pense qu'ils ont plus travaillé à un renforcement du pôle public qu'à une... Non, mais ils ont lancé les radios locales quand même. Par contre, la radio a été privatisée. Voilà, radio FM, etc. Ils ont privatisé. Ils ont privatisé la radio. Ils ont fait la convergence. Ils ont su faire réaliser cette... le rapprochement des médias. Ouais, la convergence. Et puis le e-commerce, enfin tout ce qui est... Maintenant, quand vous regardez, quelques années plus tard, vous regardez votre vie professionnelle, vous regardez votre parcours d'entrepreneur, de femme de médias, de femme qui a développé la com, les médias, etc. Et en même temps, de votre vie de fonctionnaire, vous avez travaillé au ministère de la Coopération, au ministère des Finances, au ministère des Télécoms. Quelle analyse vous faites par rapport à une vie professionnelle dans le public et une vie professionnelle dans le privé? Qu'est-ce qui vous a apporté le plus de satisfaction? Où est-ce que vous avez été la plus heureuse? Dans l'entre-deux. Indispensable. Pour moi, c'est un équilibre. On peut pas s'enfermer dans l'État et on ne peut pas s'enfermer dans le privé. Alors, en tous les cas, au Maroc, hein. Mais peut-être même ailleurs. Hein. Parce que l'État, il finit par te modéliser. Tu deviens un espèce de le modèle type du fonctionnaire. Et c'est très difficile. Il y a la hiérarchie. Il y a une hiérarchie de fait, c'est assez difficile. Et le privé, s'il n'y a pas l'État pour l'aider, il ne peut pas. Il ne fait rien. En termes de communication, c'était mon expérience. Les marchés que je pouvais avoir, c'était des marchés de l'État. Donc je me retrouvais en relation avec l'État directement. Donc aujourd'hui, l'entre-deux, moi je pense que aujourd'hui, la leçon que je tire, c'est cette... D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effacement de l'État. Pas partout. Mais la tendance mondiale, c'est un effacement de l'État. Donc l'État aujourd'hui, il a donné tout ce qu'il avait comme richesse en management, enfin, tout ce qu'il a accumulé comme richesse en gouvernance et tout ça, il est en train de la passer à l'entreprise. C'est l'entreprise qui est en train de s'identifier à l'État. En fait, l'entreprise a récupéré beaucoup d'activités qui étaient faites par l'État et que l'État n'aurait jamais dû faire. Il n'aurait jamais dû faire, c'était le rôle de l'entreprise. L'État doit rester dans ses fonctions régaliennes de contrôle, de défense, de redynamisation de l'économie, de régulation de l'économie, mais il ne doit pas être acteur économique. Ça, c'est une grande erreur. C'est-à-dire que les pays où l'État était acteur économique, ça a toujours été des catastrophes financières. Donc, heureusement que l'État a changé. Moi, pourquoi je voulais voir comme vous étiez à la fois dans le public et dans le privé, donc c'est dual. Là, vous vivez entre deux pays, entre le Maroc et la France. Oui. Il y a une dualité dans votre vie. Oui, c'est-à-dire vous n'avez jamais fait la même chose. Vous faites des choses différentes, dans des milieux différents, dans des pays différents. Là, vous vivez la moitié du temps au Maroc, la moitié du temps à l'étranger. J'aimerais que vous me disiez quel est le regard que porte l'Europe sur le Maroc, et surtout le Maroc de ces 20 dernières années. Est-ce que la vision de l'Europe a changé concernant le Maroc d'aujourd'hui? Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas trop et qu'il faut vraiment leur faire comprendre. Il faut faire comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent pas trop. C'est très mitigé. C'est jamais... il y a les anciens réflexes de l'État un peu féodal, un peu respecte pas les droits de l'homme. Cette espèce de rengaine là, qui colle à l'image du Maroc. Est-ce que c'est un déficit de communication du Maroc? Mais je pense qu'il y a ou c'est que des préjugés européens?
Et je pense qu'il n'y avait pas encore de communication. Ça a changé, ça a un peu changé maintenant. Mais je pense que l'État ne communiquait pas suffisamment. En tous les cas, il communiquait que sur ces secteurs enfin, qu'il estimait stratégiques. Et il avait un peu négligé les secteurs qui font l'opinion de Monsieur Tout-le-Monde en Europe. Quoi, Mais souvent, souvent, on reproche le Maroc et on reproche au gouvernement marocain de pêcher au niveau de la communication. Très souvent, oui. On fait le reproche, on dit qu'ils communiquent mal, ils vendent mal le Maroc. Oui. Et on a besoin de meilleurs communicants qui vendraient mieux le Maroc. Exactement. Pour changer la perception négative que certains auraient concernant le Maroc. Il y a un grand déficit en termes de communication globale, parce qu'il faut aller du détail jusqu'aux grands axes stratégiques. C'est pas uniquement l'aéronautique, enfin les grands marchés, les grands projets d'aujourd'hui qui vont toucher le petit Européen dans son patelin. C'est clair. Ils peuvent pas. C'est dire l'explication. Mais par contre, la vie, comment la vie paysanne marocaine est organisée, comment les régions éloignées ont encore des choses à nous apprendre, en tant que ville moderne et tout ça, à apprendre aux Européens aussi, comment on irrigue un terrain, comment on crée une séguia, c'est des choses qui nécessitent une communication. Bien sûr. Et on touche mieux le français ou le... C'est-à-dire que les gens, parfois à tort, l'État parfois à tort, pense que ce sont les grands chantiers structurants, les autoroutes, le TGV, etc. C'est ce qui va faire vendre le Maroc. C'est pas bon. Ce qui va faire vendre le Maroc, c'est d'abord la démocratie, l'avancée de la démocratie, les droits de l'homme, les droits humains. C'est comme ça qu'on vend son pays. Et la créativité. Bien sûr. L'imagination, la créativité. Il faut montrer la créativité qui existe, qui est partout, mais il faut la montrer. Il faut pas la. Par exemple, l'image du Maroc en train de gémir dans ses films, par exemple, en train de gémir sur la polygamie ou de gémir sur le viol ou les enfants dans la rue, tout ça. C'est tout le. Vous avez raison. Ça, c'est tout le soft power qui manque au Maroc, que d'autres pays ont développé. C'est-à-dire, moi, je regarde, très souvent, je parle d'un modèle, un modèle pour les pays en voie de développement, c'est la Turquie. Quand on regarde le soft power de la Turquie, la qualité du cinéma turc, combien ils exportent de films. Mais c'est ça qui fait marcher le tourisme en Turquie. C'est le soft power de la Turquie. Parce qu'ils arrivent à vendre leur pays millénaire, historique, puissance régionale, etc. Ils arrivent. L'Empire ottoman. Et nous, on n'a rien à... Oui, le Maroc était un empire. Pendant longtemps, c'était... On peut faire la même chose. Qu'est-ce qui nous différencie des Turcs? C'est la qualité de l'élite politique. Si on avait des gens capables de vendre, des ministres et gouvernements, capables de vendre le Maroc, l'image du Maroc, d'investir dans le soft power, d'avoir une industrie cinématographique au service du Maroc, et pas, comme vous dites, en train de pleurnicher ou nous parler des faits divers, ben à ce moment-là, on aurait des retombées en termes d'image et en termes économiques meilleurs. Même en littérature. Bien sûr. C'est à la télévision. Enfin, tout ce qui est image aujourd'hui, c'est un peu des images figées que nous, Marocains vivant ici, n'avons plus envie de voir. Mais qui n'existent même plus. Et qui n'existent. C'est véhiculé par un imaginaire collectif erroné. Je vous rejoins totalement sur ce que vous dites. Alors, vous avez décidé un beau matin de devenir écrivain. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Eh bien, ce qui m'a poussé à écrire, on revient à l'enfance. Alors, on va fermer la boucle. C'est l'image de mon père, une fois par mois, rentrant avec des bouquins, bibliothèque rose, bibliothèque verte, même les dessins animés, les bandes dessinées de l'époque et tout. Et je me ruais sur lui et je n'attendais que ce moment-là. Et ça se passait une fois par mois à peu près. C'était le cadeau, c'est le cadeau qu'il nous faisait, qu'il faisait magnifique. À ses enfants. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il vous ait fait, qu'il ait pu vous faire. Et dans ces lectures, bien sûr, les protagonistes juniors de ces bouquins-là, en général, ils tiennent un journal. Et de là est né mon journal. Super. Donc, j'ai toujours tenu un journal. Si vous fouillez mes placards, vous allez trouver des écrits
de tout, surtout, partout, depuis que j'ai 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et pourquoi vous êtes passé si tard à l'acte d'écrire? Ben, c'est à cause de l'économie de développement. Ouais, parce que vous étiez prise dans une autre vie. Voilà. Voilà. Ouais. Et un jour, Je pense que si j'avais fait une carrière en littérature, j'aurais été plus rapidement, directement à l'écriture. Mais comme j'ai fait économie à l'époque, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. l'économie, ça permet de comprendre le monde. Ouais. Et après, ça n'empêche pas après de faire autre chose. L'économie mène à tout. Voilà. Elle mène à tout. L'économie, c'est comme le droit ou les mathématiques. C'est une manière de raisonner. Parce que c'est en lisant qu'on écrit. Mm. C'est la lecture qui fait écrire. On ne peut pas écrire si on ne lit pas. Alors, parlez-moi de vos livres. Ben, mes livres, ils suivent un peu mon entre-deux. Hein. Je suis toujours entre l'Orient, l'Occident, l'islam, le monde arabe, l'Europe, le Maroc. Je suis toujours dans cet entre-deux. Et j'ai commencé par le roman historique un peu. J'avais envie, Tanger a été... Vous aimez Tanger? J'aime Tanger, oui. Donc Tanger a été... c'est ma patrie littéraire, Tanger. Ouais. Je vous ai parlé des autres villes qui sont... Ben, des très grands romanciers qui sont passés à Tanger, qui ont vécu à Tanger, oui. Ça aussi. Et puis ils ont une poésie, même dans les chants de Tanger, il y a de la poésie dans leur vie, on le sent. Et j'ai été très sensible à la façon, même leur film, leur cinéma, le cinéma des gens du Nord, est rempli. Il y a une espèce de poésie qu'on ne trouve pas dans le cinéma casablancais, par exemple. Ben, c'est pas le même rythme. Voilà. Tanger, c'est une ville où le temps s'arrête. Le temps s'arrête jamais à Casablanca ou à Marrakech, mais il s'arrête à Tanger. Ils ont une vie de simplicité, apaisée, paisible. Ils prennent le temps de vivre. Ouais. Il y a une espèce de sobriété, oui. C'est très beau. En fait, la qualité humaine, c'est plutôt... Et en même temps, c'était la ville internationale, la vie cosmopolite, la ville qui a été longtemps dominée par des puissances étrangères, la ville qui a connu une trajectoire spécifique dans l'histoire du Maroc. C'est le décodeur du Maroc. Oui. Pour quelqu'un qui écrit, Tanger décode. On comprend après le Maroc comment ça fonctionne. Parce que c'est difficile, hein. Quand on vit à Fès ou dans ces villes impériales, il est très difficile de comprendre. Parce que la superstructure est très forte dans ces villes-là. Alors qu'à Tanger, il y a un air de liberté. La liberté, voilà. Il y a le détroit, tout est rempli d'imagination, d'imaginaire. Et donc je suis partie, donc ma première œuvre littéraire, c'est une Irlandaise à Tanger. Et c'était la rencontre de l'Orient et de l'Occident à Tanger, c'était un peu ça. Et puis après, j'ai écrit Judas l'ambassadeur et moi. La même chose, c'est un dialogue entre l'Occident et l'Orient. Ben c'est un peu ce qu'il y a en vous. Voilà. C'est un peu vous qui dialoguez avec vous-même. Ouais. Et vos deux regards, c'est d'un côté un côté maghrébin ou africain ou arabe ou berbère, et de l'autre côté identitaire européen. Qu'est-ce qu'on est exactement en tant que Marocain? Bien sûr. On est riche, on est cosmopolite, on est ouvert, on est moderne. Le Maroc, c'est la modernité et l'authenticité. C'est le passé, le présent et le futur. C'est ça le Maroc. Tout compris, exactement. Voilà. Digérer le passé pour mieux préparer l'avenir. Et vivre en paix le présent. Et l'entre-deux ne doit pas basculer d'un côté. Il est là et c'est un équilibre. Bien sûr. Et il faut l'entretenir. Voilà, ça c'est. Et puis là, mon dernier bouquin, c'est La pierre de Tinrir, que je viens de présenter. Un roman. C'est un roman policier, l'enquête. Enfin, c'est un roman d'enquête policière. Là, je suis un peu intéressée par une idée, à partir de l'enquête policière, c'est de promouvoir la vie marocaine par son commissaire, par son agent, ceux qui veillent à la sécurité du pays. Donc, mon commissaire dans cette œuvre, c'est une façon de dire, les commissaires, enfin les hommes de la police, c'est nos amis, c'est nos... ils veillent sur nous. Ils ne sont pas uniquement ceux qu'on a. Bien entendu. Voilà. Alors, donc, j'ai créé un personnage qui a beaucoup de succès, surtout auprès des femmes.
Il paraît que c'est un personnage que les femmes aiment bien. Elles aimeraient le rencontrer d'ailleurs. Ça m'a fait rire parce que récemment, une amie m'a dit, « Dis-moi, il existe, on peut le rencontrer, le commissaire Mohsin. » Et puis ça m'a permis, grâce à un personnage sympathique et intelligent, enfin, il y a beaucoup d'intelligence dans ses enquêtes, grâce à lui, j'arrive à rentrer un peu dans des zones difficiles d'accès, disons. Mais en plus, ça permet d'humaniser un peu la police et son rôle, etc. Voilà. Votre regard sur la police était un regard tendre, Ouais. c'est-à-dire, Ouais. et en plus bienveillant. Bienveillant, voilà, comme ils sont bienveillants aussi avec la population. Et le cinéma, quand est-ce que vous allez faire un film? Faire un film? Vous écrivez des livres, la suite logique, c'est faire un film demain. Je m'en sens incapable. Ou alors un documentaire. Ouais. Peut-être pas faire, mais écrire des scénarios. Ben voilà, oui. participer à un film. Ah oui, participer par des scénarios, oui. Ben oui. Ça devrait être la suite logique. C'est ça. Parce que dans mon écriture, qui a été lue beaucoup par les cinéastes, ils m'ont tous dit c'est des scénarios. Ben c'est pour ça. Ton écriture est un scénario. Je ne le savais pas, moi j'écrivais comme je le sentais. Mais... Alors pour clôturer cette émission, un homme de talent partage votre vie depuis des années. C'est un artiste. Et je voulais vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que c'est difficile de vivre avec un artiste au quotidien? Alors, vivre avec un artiste au quotidien, non, c'est très beau. C'est très beau parce que il y a toujours de la vie, il y a de la couleur, il y a des formes. Et l'artiste te fait voir ce que tu peux, sur quoi tu passes tous les jours et sans le regarder. L'artiste regarde. Il regarde et il voit des choses qu'on ne voit pas. Donc j'ai appris avec lui la forme, à visualiser des choses des formes qui sont comme des ombres qui te parlent. Il n'y a pas le côté torturé de l'artiste, la difficulté de créer une œuvre. Les gens imaginent que la vie... Bon, ils ont des difficultés, oui c'est vrai, à communiquer avec l'extérieur. C'est ça. Ils vivent dans leur univers. C'est comme l'écrivain avec la page blanche. C'est la même difficulté qu'un artiste, un sculpteur ou un peintre a à rêver une œuvre, puis après la réaliser. Je pense que la créativité ne s'arrête pas. Il n'y a pas de page blanche, je ne pense pas. Tant mieux. Il n'y a pas de... Ça ne s'arrête pas parce que c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de la santé. Un renouveau perpétuel. C'est un renouveau perpétuel, ça ne s'arrête jamais. On écrit à quelque chose... mon mari peint, par exemple, il est déjà passé à d'autres peintures Non, ça ne s'arrête jamais. C'est un préjugé qu'on a de la page blanche. Formidable. Écoutez, je voulais vous remercier de nous avoir honoré de votre présence, de votre visite. Je tenais à vous inviter parce que vous êtes une femme éclectique et interno-éclectique qui a vécu beaucoup de choses différentes. Vous continuez à rêver, à écrire, à choisir de nouveaux genres littéraires. Demain, peut-être que vous allez participer à écrire un scénario, participer à un film. En tout cas, La proposition est ouverte. Voilà, je vous remercie d'être venu. Et puis, vous êtes comme Farida, comme d'autres femmes que je vais inviter. Je pense que le salut du Maroc est lié à la qualité de ces femmes. Grâce à Dieu, nous, au Maroc, nous avons des femmes d'une immense qualité, comme vous, comme Farida, comme d'autres que je vais inviter. Et c'est ces femmes-là qui sont un modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui, qui vont permettre à ce pays de se développer, dépasser les préjugés et aller vers la modernité. Et ressembler demain à un pays comme la Turquie, où on peut vivre de façon apaisée, même si on a des avis et des opinions différentes et divergentes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous félicite pour ce beau studio qui nous accueille aujourd'hui. Une belle réussite dans le futur. Merci beaucoup.